Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Assemblée nationale, la session budgétaire se poursuit. 3 ministres étaient devant les députés pour défendre leur budget sectoriel 2017. Parmi eux, le chef du département de la communication. 2 camions arraisonnés à Cancan en attendant des explications. Ils transportaient des médicaments, mais en avaient-ils l'habilitation? La réponse dans cette édition. À suivre aussi les échos de la 3e session du comité de pilotage du CNAFA, une rencontre pour faire le point sur ce qui a été fait en 2016 et voir comment décaisser les 23 millions de dollars. Voilà pour les titres. Bonsoir. Dimanche de repos, mais pas pour tous. Ce matin, les députés ont poursuivi les travaux de la session budgétaire. 3 ministres étaient à l'hémicycle pour défendre les programmes projetés en 2017 et justifier les budgets proposés pour leur exécution. Parmi ces chefs de département, il y a le ministre de la Communication. Le point avec Habib Thiam. Il faut combler le retard et pour le faire, l'Assemblée nationale s'interdit tout repos, même ce dimanche. Au parloir, 3 membres du gouvernement pour défendre leur projet de budget pour l'exercice 2017. Le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie, le ministre de la Communication et celui de la Jeunesse. Sur 26 pages, le ministre du Tourisme décline en premier son projet de budget pour l'exercice 2017. Il se chiffre à plus de 20 milliards de francs guinéens. Nous avons tracer dans les grandes lignes ce que nous avons pu faire pour l'année 2016 et nos projections vers 2017. Bon, ce dont je me réjouis, c'est que les députés sont intéressés au tourisme, contrairement à ce qui se passait avant, parce que comme vous devez le savoir, pour que le tourisme évolue, il faut qu'on en fasse notre affaire à tous. Dans un discours plus bref, le ministre de la Communication a de son côté affiché de fortes ambitions pour le secteur. Elle repose sur une amélioration systématique du cadre de travail dans les médias de service public, ce qui nécessite un budget de plus de 34 milliards de francs guinéens contre 27 milliards environ pour l'année en cours. On est venu quand même partager nos idées, nos expériences et ce que nous faisons concrètement pour donner un meilleur contenu à la mission qui nous a été assignée. Et c'est un exercice intéressant et c'est également enrichissant parce que ça permet à la fois de parler mais aussi d'écouter les autres pour voir un petit peu les remarques fondamentales qu'on fait par rapport à l'exercice du travail qui nous a été confié. Toutes ces questions ont été examinées en amont au sein des commissions de travail où d'ailleurs, paradoxalement, les membres des commissions même estimaient que nous méritions un budget beaucoup plus important que celui qui est annoncé. Mais de manière générale, on va essayer de construire les choses étape par étape en essayant d'adapter un petit peu nos besoins à la réalité économique. Au ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, de grands chantiers sont également annoncés, mais leur mise en œuvre suppose des financements conséquents. Dans ce domaine, le soutien des députés est sans réserve et le chef du département plus que conforté dans ses projets. Nous avons 2 grandes perspectives. La première, c'est de trouver et de commencer à mettre en œuvre le programme national d'insertion socio-économique des jeunes. Nous pensons que c'est un programme complet et qui va permettre aux jeunes de trouver des opportunités d'emploi. Le deuxième, c'est la construction du palais de la jeunesse et de la culture. Je ne suis pas du tout surpris du soutien des honorables députés parce que c'est un problème qui les concerne et qui touche toute la nation. Les défis qui assaillent le ministère de la Communication ont animé les débats. Tandis que les uns attendent des efforts, nombreux sont les députés qui saluent l'engagement de la RTG et de son département à se parfaire. Conakry, capitale mondiale du livre 2017, le rendez-vous se prépare. La ministre guinéenne des Affaires étrangères s'est entretenue avec plusieurs ambassadeurs accrédités en Guinée. La patronne de la diplomatie guinéenne, Adiama Kale Camara, a sollicité un engagement de tous pour la réussite de l'événement. Le point avec Marthe Mourad Camara. À l'entame, Mme Makale Camara a exprimé ses réelles préoccupations pour la parfaite réussite de ce rendez-vous mondial d'une importance capitale en vue de conférer à l'édition Conakry, capitale du livre 2017, toute sa dimension. J'ai cette réunion avec vous pour voir dans quelle mesure chaque pays que vous représentez ici peut nous aider à nous mobiliser autour de ce thème, mais faire en sorte que cet événement soit un événement phare
de l'année 17 à l'année 2018 pour nous, et que vous mobilisiez les écrivains, les éditorialistes, les hommes de lettres, les artistes, tout ce que vous pouvez mobiliser pour qu'ils puissent converger sur la Guinée, sur Conakry 2017, afin que cet événement mondial mérite ce nom. En sa qualité de marraine de cet événement heureux, elle a réaffirmé la grande mobilisation des Guinéens à tous les niveaux autour du chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour que la rencontre de Conakry soit exemplaire. Le commissaire général de l'événement a édifié la lanterne des diplomates sur les actions à mener pendant une année en synergie avec notre département et les dispositions envisagées par les autorités guinéennes pour une meilleure visibilité de notre pays dans le domaine culturel. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement, à travers le ministère de la Culture, a fait des efforts pour mettre une ligne budgétaire dans la loi des finances 2017. Et cette ligne sera conduite en 2018 aussi pour accompagner ce grand programme. Les ambassadeurs ont réitéré leur volonté manifeste d'accompagner les autorités guinéennes pour une meilleure qualification de ce rendez-vous culturel mondial. Justice, la Guinée s'est dotée récemment d'une politique nationale de la réforme du secteur. 2 ans après l'élaboration de ce document, des professionnels du droit ainsi que des experts de l'Union européenne saluent les premiers résultats. Un guide réactualisé vient d'être présenté au ministre d'État Cheikh Sako. Le point avec Kerno Younoussaba. En 2014, un document de politique nationale de réforme du secteur de la justice a été élaboré. Le processus s'étend sur 10 ans et prévoit 4 axes prioritaires, notamment la lutte contre l'impunité. En 2 ans, le processus semble faire de bons résultats. L'amélioration de l'administration dans les tribunaux réjouit l'Union européenne. On voit des cas concrets dont on n'osait même pas rêver il y a quelques années. Puisque vous avez fait le lien entre la sécurité et la justice, je vois le traitement qui a été fait et que je salue sur ce qui est arrivé dans la ville de Mali. Il y a une inculpation qui a été faite. Il y a des avancées concrètes. Tout le monde aimerait que ça aille plus vite. Je suis sur le ministère de la Justice en premier. Tout le monde aimerait qu'on puisse aller plus vite. Certes des avancées, mais le chemin est encore long. Le gouvernement et son partenaire réactualisent le document en vue d'accélérer sa mise en œuvre. Quand on fait marathon, c'est important de faire un arrêt pour voir ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et pour donner peut-être plus d'importance sur certains points que d'autres. C'était l'objet de cet atelier où les cadres et les experts de l'Union européenne ont pu travailler pendant 3 jours. Donc ça c'est très important. On m'a remis donc un document qui résulte de ça, dont je vais prendre connaissance et puis aussi insister plus tard sur certains aspects de cette politique, la réforme. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues à cela. Donc la première, c'est le renforcement de la chaîne pénale. Je pense que c'est prévu dans l'ouvrage qui est là et donc on essaiera de mettre ça en œuvre. Avec ce programme de réforme, l'Union européenne accompagne le gouvernement guinéen à construire une justice au service des justiciables. Le 3 décembre, c'était hier samedi, c'était la célébration de la Journée internationale des handicapés. Cette année, le gouvernement plaide pour l'autonomisation de cette couche. Les derniers chiffres ont été revus à la hausse. En Guinée, au moins 1 personne sur 10 souffre de handicap physique. Mohamed Kamara. C'est sous le signe de l'autonomisation des personnes handicapées que la journée internationale dédiée à leur cause a été célébrée ici à Kankan. Selon des chiffres officiels, le nombre de personnes porteuses d'un handicap est estimé aujourd'hui à plus d'1 million de personnes. 80% de ces personnes vivent essentiellement de mendicité. C'est pourquoi le gouvernement, appuyé par des partenaires, multiplie des efforts pour sauver cette couche. Le handicap est très mal perçu dans nos sociétés. Des fois, ça s'interprète comme des malédictions ou la correction à un acte commis par un citoyen. Et c'est cette tendance qu'il faut inverser aujourd'hui pour dire que le handicap n'est pas une fatalité. On peut bien être handicapé, se prendre en charge, devenir autonome, surtout que le slogan est donné par le gouvernement du professeur Alpha Condé à travers la vulgarisation et l'application de la Convention relative aux droits
et à la promotion des personnes handicapées. La délocalisation de cette journée dans le Nabaya est une occasion pour les personnes vivant avec des handicaps d'étaler devant les autorités les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Nous nous réjouissons des multiples efforts que vous ne cessez d'investir pour le rayonnement de notre cause. Malgré leur importance numérique, elles sont confrontées à des difficultés importantes, réduisant leur participation au développement. Difficultés d'accès au fonds des micro-projets ou crédits. L'insuffisance de la prise en compte des personnes handicapées dans le processus de développement économique, social, culturel et politique. Je dis aux enfants, femmes, frères et sœurs victimes de l'handicap que le message est compris. Et je promets que je veillerai à leur insertion professionnelle, à l'application effective des droits reconnus par les textes de loi de notre pays, afin qu'il n'y ait plus de discrimination à leur égard dans la région administrative de Kankan. À l'occasion de la célébration de cette journée, une importante quantité de vivres a été mise à la disposition de certaines associations, histoire pour les autorités d'exprimer leur solidarité à l'endroit de cette couche vulnérable. Vous avez entendu tout à l'heure le cri de cœur lancé par ces personnes souffrant de handicap physique hier à Kankan. Ils ont invité toute la société à un peu plus d'attention à l'occasion de la célébration de la journée qui leur est dédiée. Célébration à Kankan, mais également ici à Conakry. Des activités culturelles organisées à la Cité de la Solidarité à Taouya ont attiré du monde. Ousmane Bar. La Cité de Solidarité de Taouya ne veut pas rester en marge de la Journée internationale des personnes handicapées. En collaboration avec l'Union guinéenne des aveugles et malvoyants, cette cité sort de l'ordinaire pour célébrer la fête à la mesure de ses moyens. C'est bien beau, ce qui est parti à Kankan, ça c'est pour l'ensemble des personnes handicapées de la Guinée. Mais en marge de cela, la Cité de Solidarité doit se faire reconnaître par l'organisation de cette fête dans l'enceinte même de la Cité de Solidarité. Atteindre les 17 objectifs pour le futur que nous voulons, c'est le thème retenu cette année. Ces acteurs entendent se battre pour vivre dignement. Ce thème colle bien avec nos ambitions. Pourquoi? Parce que dans les 17 objectifs, il y a le logement, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a plein de choses. Si les personnes handicapées sont associées à tout ça là et qu'on œuvre pour la réalisation de ces objectifs, c'est déjà un grand pas. Je crois que dans la société guinéenne, comme vous-même vous le remarquez, c'est que beaucoup ont tendance à croire que la personne handicapée ne peut pas réussir. Et même si elle réussit, ça relève de l'ordre des exceptions. Et c'est une manière pour moi de les encourager, même pas seulement pour moi, mais c'est une manière pour tous les intellectuels porteurs de handicap qui savent que la personne handicapée est capable de participer au développement socio-économique de ce pays. C'est une manière donc pour nous de les interpeller, d'interpeller toutes les personnes handicapées qui n'ont pas conscience de cela, de leur dire de se battre et puis de faire en sorte qu'elles puissent arriver à assurer leur propre autonomie. Pour détendre l'atmosphère, un match de football était à l'ordre du jour. Il a mis aux prises les équipes A et B des handicapés et amputés de Guinée. L'artiste malvoyant Mamadou Diallo était également de la partie pour des notes de musique. La lutte contre les mutilations génitales féminines, les habitudes dans la vie dure dans la région de Farana. 108 villages continuent de conduire les jeunes filles à l'abattoir. Récemment, la zone a été ratissée par une campagne de sensibilisation. Il s'agit de l'exécution d'un projet de 3 ans. Silati Kourouma, Moussa Bangoura. La Guinée et le Mali unissent leurs efforts pour lutter contre les mutilations génitales féminines. À Damania, dans la région de Farana, 140 comités villageois se mobilisent pour bannir les mariages précoces et l'excision. Ce projet dénommé « Changement générationnel en 3 ans » couvre 108 villages des préfectures de Farana, Daboula et Kissidougou. La démarche est de protéger les droits des jeunes filles. La rencontre intervillageoise d'Amania devait également permettre aux représentants de 108 villages présents ici d'adopter un consensus pour faire une déclaration d'abandon de l'excision et des mariages des enfants.
le thème, il est difficile de l'aborder avec nos parents, avec nos grands-parents. C'est pourquoi Tostan met cette technique d'approche à notre disposition qui pousse ces animateurs, ces agents à aller vers ces populations, quel qu'en soit l'âge, pour les parler, les sensibiliser, les faire adhérer à l'abandon de l'excision, à l'abandon du mariage des enfants. Plus de 2000 familles sont concernées par cette déclaration publique d'abandon de l'excision. Des actes soutenus par les responsables administratifs. Nous remercions beaucoup de Tostan qui travaillent d'arrache-pied avec nous pour d'abord l'enregistrement des naissances, la scolarisation de la jeune fille et tout ce qui préoccupe le gouvernement dans le cadre de la décentralisation en République de Guinée. La bataille continue dans la commune rurale de Sandénia. Dans cette localité, 40 nouveaux villages seront touchés par cette campagne d'abandon de l'excision. Dans l'actualité également, 2 camions transportant frauduleusement des produits pharmaceutiques ont été interceptés à Kankan. C'est une prise effectuée par la gendarmerie locale. Aussitôt, des échantillons de ces produits ont été prélevés et acheminés à Conakry pour des fins d'analyse. Souris de Kera. Ces 2 camions sont partis de Conakry il y a quelques jours pour la commune urbaine de Kankan. Ils ont été arraisonnés à leur arrivée par la gendarmerie départementale. Les 2 gros porteurs contiendraient des produits pharmaceutiques dont la plupart ne sont pas reconnus sur la liste nationale de médicaments essentiels. Une équipe conjointe, service de santé et de sécurité, est à pied d'œuvre pour faire toute la lumière sur le contenu des engins. Suite à une information qui nous a été donnée par l'UGAF. Après tout ça, on a établi une réquisition à personnes qualifiées, telles que l'inspecteur régional de la santé du Kankan. Alors, dès qu'on a émis sur la réquisition, alors tout de suite, là, sans transition, ils se sont présentés sur le lieu et les travaux ont commencé. On a fait un premier travail, donc tous les médicaments ont été recensés en prélevant les échantillons de chaque. En même temps, on a identifié les propriétaires de ces médicaments. On a pris les noms, les numéros, la profession, ils sont spécialistes. L'arraisonnement de ces camions cadre parfaitement avec la vision des nouvelles autorités sanitaires du pays. Celles-ci entendent assainir le secteur pharmaceutique national qui bat le record de la vente illicite du médicament dans la sous-région ouest-africaine. Elle a fait jusque-là un travail minutieux, un travail, je dirais, scientifique, en collaboration avec les services du ministère de la Santé et du département de la Justice ici. Donc, les enquêtes sont au début. Je peux vous dire qu'à date, ils ont fait un inventaire complet des produits qui étaient dans ces camions. Et une fois les travaux préliminaires d'identification terminés, ces échantillons seront acheminés vers des laboratoires spécialisés à Conakry pour des analyses beaucoup plus poussées. Environ 200 échantillons des produits stockés dans ces 2 véhicules vont être acheminés à l'Institut national de santé publique pour être analysés. En attendant, le sujet des 2 camions continue d'alimenter la chronique à Kankan. Affaire à suivre, formation des femmes, consolidation de la paix, renforcement de l'unité nationale. Les femmes du RPG Arc-en-Ciel voient grand en cette fin d'année. Elles viennent de clôturer 3 jours d'activité par une manifestation culturelle, un meeting au siège pour jurer fidélité au parti. Djamokaba. C'est une rencontre qui regroupe les membres du RPG Arc-en-Ciel. Initiée par le Bureau national des femmes du parti, la rencontre appelle au renforcement de l'unité nationale. Ensemble, les militants et sympathisants réitèrent leur détermination à accompagner le président de la République dans l'exécution de son programme de société. Nous, femmes du Bureau national du RPG Arc-en-Ciel, nous sommes mobilisés comme le vendredi il y a 2 jours, lors de la lecture de Saint-Coran, magnifier et soutenir vos actions et votre vision d'une Guinée unie et prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, rassurez-vous, continuez sans douter un seul instant. Nous, femmes, nous resterons derrière vous, la Guinée entière avec. La première dame apprécie cette action des militants du RPG Arc-en-Ciel qui sont toujours restés fidèles à leur vocation.
celle de promouvoir la paix et la concorde nationale. Au nom de son époux, Adjadjene Kondé rassure les uns et les autres de son soutien. Je fais appel à la cohésion du parti, à la cohésion nationale. Et vraiment, j'invite les femmes du bureau national à tendre la main à toutes les femmes de Guinée, aux femmes du bureau politique national, aux femmes des sections, car l'union fait la force. Et je voudrais que toutes les femmes de Conakry, vous invitez les enfants, la jeunesse, à travailler nos routes. C'est le souci premier du président de la République aujourd'hui. L'histoire de Caleta est réglée. Nous avons la lumière, nous avons l'eau. Maintenant, il reste nos routes. Conakry, capitale, vitrine de Guinée. Conakry doit être nette et propre. Je souhaite voir la Guinée être ensemble, avoir un comportement fusionnel. Car ici, aujourd'hui, nous avons constaté qu'il n'y a pas de communauté. Et le combat que je mène dans mon pays, en accompagnant le professeur Alpha Condé, c'est de lutter contre le communautarisme. Alors quand je vois que tous les enfants du pays, de quelque contrée que ce soit, se retrouvent ensemble pour communier, je ne peux que dire Dieu merci. Plusieurs responsables des partis alliés participent à ce rendez-vous. À travers les messages clés, les artistes ont détendu l'atmosphère. Il a aussi été question de développement au cours de cette rencontre. Développement rural, justement, avec la 3e session du comité de pilotage du PNAFA, Programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles. À Koya, les travaux portent sur la revue des activités 2016 et l'élaboration du plan de travail et du budget 2017. Des perspectives prometteuses se dessinent pour décaisser les 23 millions de dollars alloués à la Basse-Guinée et à la région de Farana. Fodé Camara. La carte des interventions du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles s'élargit. D'un coût global de 23 millions de dollars, un chronogramme d'extension du PNAFA Basse-Guinée et Farana est en cours d'exécution depuis juin 2015. Pour la campagne agricole 2016, principaux résultats affichés, l'amélioration des rendements par la distribution des semences, engrais et produits phytosanitaires. Sans oublier la lutte contre la pénibilité et les pertes post-récolte dans la transformation du riz. Donc les opportunités sont là, ils vont réussir à produire beaucoup, ils vont réussir à transformer, à commercialiser et partant augmenter leurs revenus, réduire leur insécurité alimentaire, augmenter donc au niveau du pays le volume global de la production, augmenter donc les taxes à l'exportation des produits qui seront exportés et donc c'est en fin de compte tout le monde qui gagne. Pour 2017, le challenge des membres statutaires du comité de pilotage du PNAFA gravite autour des études du potentiel d'irrigation des domaines agricoles, le paiement des crédits et le renforcement de capacités des organisations paysannes. Force est de reconnaître que cette approche filière est considérée aujourd'hui comme la meilleure approche permettant de créer la richesse nationale tout en valorisant durablement et efficacement la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles en Guinée, notamment le riz qui constitue l'aliment de base du Guinéen. En cette phase post-Ebola, vu le retard à résorber, une course contre la montre est engagée pour absorber les fonds. Je peux vous rassurer, parce que ce n'est pas mon premier programme, mon premier projet, je peux vous rassurer qu'aucun franc ne retournera. Peut-être on sera à 99, et quelques pourcents de décaissement. Ça, je l'assure, je le dis. Exécuté sur une base participative par une plateforme multi-acteurs, la feuille de route 2017 du PNAFA Basse-Guinée-Farana a défini les différents périmètres d'intervention pour mieux lutter contre la faim et la pauvreté en milieu rural. Une conférence débat sur les politiques économiques en Afrique. L'idée est du groupe Aide au développement communautaire. Une rencontre animée par des universitaires venus du Canada et de certains pays d'Afrique. Les débats ont essentiellement porté sur la construction de politiques efficaces pour booster l'économie africaine. Kerno Ospantiado.
Malgré ses immenses ressources minières et agricoles, le continent africain est celui qui abrite le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. 347 millions en 2016 selon la Banque mondiale, particulièrement en Afrique subsaharienne. Spécialiste des questions d'économie politique, l'universitaire canadien d'origine centrafricaine, Dr Oumar Kikunga, de passage en Guinée, propose des politiques économiques pour lutter contre les disparités économiques sur le continent. Un cadre de concertation devrait être créé pour élaborer d'autres approches méthodologiques de la recherche de croissance en Afrique. Il n'est pas question de faire du copier-coller, mais il est question de se dire aux Africains que les autres ont pris conscience, qu'ils avaient des problèmes et que leur façon de faire, il fallait les changer. L'Asie avait un même niveau de développement avec l'Afrique aux indépendances. Aujourd'hui, l'Asie a émergé. Durant 1 heure, le conférencier a passé en revue les causes du retard économique de l'Afrique et a tiré la sonnette d'alarme sur les dangers qui menacent le continent. La rencontre est initiée par l'organisation Aide au développement communautaire en Guinée. Les 20 années 1960-1980 de progrès et de développement n'avaient pas permis à l'Afrique de préparer la série de chocs qui frappa l'économie mondiale après la seconde flambée des prix de produits pétroliers et les récessions qui ont résulté dans les pays industrialisés. Parce qu'il y avait 4 facteurs dépressifs interconnectés qui avaient été à la base. En premier lieu, il y avait le commerce international qui avait atteint un taux annuel de 5,7%. En deuxième lieu, il y avait la brutale chute des cours des matières premières. En troisième lieu, il y avait les taux d'intérêt nominaux sur la dette. En quatrième lieu, il y a eu les conditions d'emprunt extérieur. Donc face à toute cette situation, dans la majorité des pays africains, cette série de chocs a engendré une décélération exponentielle de la croissance, une influence aussi immédiatement défavorable sur l'inflation, le déficit budgétaire et le sort de la balance des paiements. Donc tout cela a permis à l'Afrique de réfléchir mieux et de voir maintenant quelles sont les nouvelles politiques qu'il faut adapter. Parce qu'on a constaté que depuis plus de 50 ans, toutes les politiques économiques qu'on veut adapter à l'Afrique ne s'y aident pas. Donc à nous maintenant de voir quelles sont les politiques efficaces que nous pouvons adapter pour pouvoir vraiment sortir l'Afrique de sa léthargie. En 2017, les organisateurs prévoient la tenue d'un colloque sur la démographie en Afrique et l'immigration clandestine. 2 autres thèmes d'actualité qui interpellent les Africains. En attendant la tenue de ce colloque demain lundi, le monde salue les efforts des volontaires. En Guinée, la célébration de la journée sera mise sous le signe du développement et de la consolidation de la paix. À cet effet d'ailleurs, le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Moustapha Naïté, a fait une déclaration pour dire merci à ces volontaires guinéens. Une déclaration commentée par Fatimatou Diallo. Notre pays célébrera la journée internationale des volontaires dans toutes les préfectures où sont déployés les volontaires des organisations nationales et internationales de volontariat, fruit de la réciprocité internationale de la mobilité des volontaires. Au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, et de son premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Youla, je voudrais saluer l'action des volontaires pour leur contribution significative au chantier de construction de la citoyenneté, car le volontariat doit représenter un espace d'engagement pour tout citoyen, quel que soit son statut social, pour une action d'intérêt général. Cette célébration se fait dans un contexte de poursuite de la Semaine de la citoyenneté et de la paix lancée le 1er novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national, et c'est pourquoi les volontaires de Guinée placent cette célébration sous le thème « Le volontaire citoyen modèle ». Moustapha Naïté, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. 3800 centres d'alphabétisation dans tout le pays. La première partie du défi est relevée. L'autre partie consiste à former rapidement 200 000 personnes qui jusque-là ne savaient ni lire ni écrire. Le coup d'envoi de ces formations, c'est demain. Ourekaba, dans Mamou, sera la zone de lancement. Amadou Touré. Avec 61% des taux d'analphabétisme, la Guinée se positionne dans la sous-région comme l'un des pays où le nombre de ceux qui ne savent ni lire ni écrire reste le plus élevé. Cette réalité compromet sérieusement le développement durable du pays. Conscients de ce fait, les responsables du secteur veulent insuffler une dynamique nouvelle en faisant de l'alphabétisation un élément essentiel de la politique du gouvernement de la Troisième République. Réussir l'alphabétisation de la majorité des populations, surtout les jeunes et les femmes, qui sont de véritables agents de développement, ouvrira de nouvelles voies vers la paix, la justice sociale conduisant au développement humain durable. Nous devons y croire, mettre de la volonté, des moyens
Convaincre nos concitoyens qui traînent encore le pas de la nécessité pour eux de jouir de leurs droits à l'éducation, et cela quel que soit l'âge. Sous la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, mon département entend faire de l'alphabétisation non pas une option ou une stratégie, mais un droit. Le droit pour tous à l'apprentissage tout au long de la vie. À l'occasion de ce lancement de l'année de l'alphabétisation, l'objectif du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation est de former 200 000 adultes, jeunes et femmes qui ne savent ni lire ni écrire. Mon département, depuis 2014, et ce malgré la crise sanitaire que nous avons traversée, a travaillé à créer les fondements de la redynamisation de l'alphabétisation dans nos pays à travers les actes suivants. La formation de 3800 enseignants alphabétiseurs, l'identification de 3800 centres, la conception, l'élaboration et la multiplication de 200 000 exemplaires de livrets de lecture-écriture et de calcul dans 8 langues nationales. La campagne de sensibilisation des autorités locales et des populations sur l'enjeu d'une alphabétisation réussie. La prise en charge des primes et des indemnités accordées aux enseignants alphabétiseurs. Après la sous-préfecture de Bagna dans Farana pour le lancement de la session d'alphabétisation 2015-2016, c'est la sous-préfecture de Wurekaba dans Mamou qui est retenue cette année pour le coup d'envoi de l'année de l'alphabétisation 2016-2017. De nouveaux étudiants sur le marché de l'emploi au Palais du Peuple, l'université Barack Obama a sanctionné la fin de cycle de certains de ses étudiants par une cérémonie de remise des diplômes. Il s'agit de la 4e promotion LMD, toute option confondue. Diamokaba. À l'issue d'une formation dispensée sur 3 ans, les étudiants de l'université Barack Obama de Guinée obtiennent leur diplôme de licence doublé d'une attestation de fin de cycle. Parmi eux, une dizaine de lauréats, toutes filières confondues. En ce qui concerne la recherche de l'emploi, un homme doit toujours se fixer un objectif. Comme j'ai à le dire, il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Par ma voix, la Première Dame félicite les étudiants, tous les étudiants qui ont bravé le soleil et la pluie à la recherche du savoir. Je leur souhaite tous bonne chance sur le marché de l'emploi. Satisfaits de leur formation, ces jeunes diplômés se disent prêts à tenir la concurrence. Aujourd'hui, je suis là pour mon diplôme et j'ai été lauréat de ma classe. Je sais que je suis prêt, je me sens prêt. Je sais que je suis prête aussi, donc je suis capable. Actuellement, j'ai même commencé mon stage. Avec un effectif de plus de 2000 étudiants, l'institution compte créer les cours de master. La démarche consiste à encourager ces étudiants à élargir leurs connaissances après l'université. Page noire pour dire que le défunt commissaire de la CENI, Maxime Kalva Koivogi, a rejoint sa dernière demeure. Il a été inhumé dans sa propre cour à Bambeto dans Ratoma. Le décès de Maxime a déchaîné une vague de solidarité dans tout le pays. Makemed Onzo revient sur ses funérailles. C'est un homme responsable et dynamique que la CENI perd à jamais. Décédé le 28 novembre dans une clinique à Conakry, Maxime Kalva Koivogi a reçu ce vendredi les derniers hommages de ses collègues de la CENI, du gouvernement, de la société civile, des partis politiques, des institutions internationales, ainsi que sa famille biologique. Tu étais un bon pèlerin pour Dieu, mais chaque pèlerinage a une fin. Dieu t'a donné et t'a repris. Ta mort n'est pas seulement une simple disparition, mais pour nous, c'est tout un soleil, une lune et toutes les étoiles du ciel qui s'éteignent à jamais. Tu étais un homme battant, dévoué et modèle pour ta famille, ton église et ton pays. J'ai eu à titre personnel l'occasion de mesurer la puissance productrice de Maxime. Et surtout, c'est ce que nous devons retenir de lui, son extraordinaire engagement pour son pays. C'est donc un cadre de très haut niveau qui s'en va, un cadre engagé, de la trempe de ceux dont un pays qui construit sa démocratie comme le nôtre a besoin. C'est une perte. Le devoir que nous lui devons, c'est de continuer son œuvre et de travailler avec le même esprit, le même sens du devoir qu'il a manifesté tout au long des différentes fonctions qu'il a occupées. Les hommages ne tarissent pas. L'illustre disparu joua un grand rôle dans le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante.
Maxime est reconnu par sa disponibilité et sa compétence. Celui qui m'encombre ce jour m'attriste énormément, et pour cause. Après Yahya Khan, directeur des opérations de la CENI, Dr Ibrahima Diallo, homme d'une grande probité, c'est aujourd'hui un homme de qualité exceptionnelle que la mort vient de nous ravir si prématurément. C'est donc en proie à une profonde émotion que je viens au nom de la CENI adresser un suprême adieu à cet homme d'une puissance de travail remarquable qui était pour moi en particulier et pour ses collaborateurs commissaires en général un exemple et un modèle. Merci. Merci Maxime d'avoir contribué au rayonnement de la francophonie ici en Guinée par tes initiatives. Merci d'avoir contribué à conforter la confiance des plus hautes autorités guinéennes à l'égard de notre organisation commune, la francophonie. Du palais du peuple, le corps de Maxime est transporté dans la famille mortuaire à Bambeto, où il repose désormais. Décédé à l'âge de 59 ans, l'ex-commissaire de la CENI, ex-directeur du département communication de la CENI, laisse derrière lui 2 veuves et 9 enfants. C'est l'heure du grand repos pour M. Maxime, pour cette étoile qui ne s'éteint pas, mais qui va continuer de briller dans le cœur de sa famille et de ses collaborateurs. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.